Et voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de meeting politique. Jean-Luc Mélenchon ouvre le bal pour 2022 sur le thème du rassemblement. Nous sommes le mouvement de l'Union populaire, dit-il. Discours très social sur le thème du travail, sur le thème du partage. Nous l'analysons en plateau avec nos invités, alors que la Marseillaise, vous le voyez, est entonnée donc du côté d'Aubin, dans l'Aveyron, pour ce meeting politique, le premier du jour depuis le début de la crise sanitaire. Alexia Germont, bonjour, présidente du think tank France Audacieuse. Florian Sénéki, bonjour. Bonjour. Communicant et fondateur de l'agence La French Com. Patrick Martin-Genier, bonjour. Bonjour. Politologue, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO. Et on signale l'apparition de votre dernier ouvrage. C'est dans la thématique, vers une 6e République, ou comment refonder la démocratie française. Et Marion Pariset, bonjour, secrétaire générale du think tank Le Millénaire. D'abord, donc un mot peut-être général sur ce discours. Est-ce que c'est plutôt bien joué de la part de Jean-Luc Mélenchon de partir aussitôt dans la campagne présidentielle en tenant ce premier meeting? Écoutez, on sait que Jean-Luc Mélenchon est un animal politique hors norme, hors pair, même si on ne partage pas ses idées. Il faut lui reconnaître, en tout cas, ses capacités évidemment de tribun. Et pourquoi c'est intéressant de dire ça? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il a que des choses dont il peut bénéficier s'il se remet au contact au plus près du terrain. Ouais. On sait que les campagnes politiques traditionnelles, les campagnes électorales, ce sont les moments où évidemment ces codes de popularité remontent. On sait également que pendant ce quinquennat, il a eu des mots qui ont été extrêmement compliqués pour son image aussi. Et donc, par nature, s'il revient aux fondamentaux des idées de son parti, ça ne peut être qu'un moment de remobilisation. Or, on voit bien que là, alors qu'on est en pleine campagne pour les régionales, c'est aussi une stratégie politique pour lui, parce qu'il sait que les membres de son mouvement n'auront certainement pas de bienfaits immédiats dans les résultats de ces élections régionales. Et donc, il est urgent pour lui aussi de balayer cet épisode dont il n'a a priori, il peut y avoir des surprises, mais enfin, dont il n'a a priori rien à tirer directement en résultats positifs. Donc là, on est sur des images qui nous transportent dans le temps d'avant politique, avec une prise de parole quand même très structurée pour un discours, on le voyait, sans notes ou très peu de notes pendant une heure, et on voit qu'il n'a pas oublié comment faire une campagne électorale, même si il y a, mais crise sanitaire encore oblige, nous supposons, mais il y a quand même relativement peu de monde. Oui, ça reste les débuts, ça reste un an débuts, du scrutin. Ça reste les débuts. Voilà. Mais le fond est pour le coup encore plus intéressant que la forme. Ah ben on va y revenir sur le fond. Mais d'abord en termes de communication politique. On est à un an de la présidentielle, il ne faut pas partir trop tôt, mais c'est important d'être présent et d'enjamber ces régionales dans lesquelles la France insoumise ne va pas exister. S'il part tôt, Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abord parce qu'il part de loin. Son image médiatique, sa réputation et ses militants ont souffert. Il est loin médiatiquement, il est loin dans les sondages qu'il a évoqués. Et donc, il faut, pour ne pas renouveler le cauchemar de 2002 que chacun en tête parce que la gauche est désunie, pouvoir offrir aux électeurs une lisibilité politique, et c'est ce qu'il a cherché ici à faire. Il n'a rien dit de nouveau, mais il l'a bien dit. Il a cherché à parler aux tripes de ses militants pour les mobiliser face à une gauche qui a une offre très illisible et multiple. Aujourd'hui, ici, je me suis d'ailleurs demandé si Jean-Luc Mélenchon ne s'était pas trompé de fiche, s'il nous n'avait pas ressorti au fond celle de 1995. Jean-Luc Mélenchon, avec la réduction du temps de travail, avec l'annulation de la dette, il parle au fond aux électeurs les plus âgés pour les mobiliser, alors qu'il avait été jusque-là le candidat qui s'adressait plutôt aux jeunes, avec des paris audacieux et efficaces de communication politique. Encore une fois, le Jean-Luc Mélenchon d'ici, c'est celui qui mise sur des symboles politiques, ce village ouvrier, pour revenir à ses fondamentaux, pour incarner un certain leadership de la gauche et faire oublier au fond ce qui lui a coûté cher, c'est miser sur le tribun pour ne pas être le personnage injurieux qu'il a été parfois à son propre détriment. Effectivement, et miser sur le social. On est loin des thèmes de la sécurité prônés par la droite notamment, ou le Rassemblement national. Le fond du discours analysé dans quelques instants par nos invités. Restez avec nous.
rising up to the challenge of our rival. J'ai plus d'essence. And he's watching us all in the C'est lui qui a besoin d'être rechargé. Jusqu'à 40% d'économie de carburant grâce à son moteur hybride. Nouveau Renault Captur E-Tech hybride à partir de 209 € par mois avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Commandez-le sur Renault.fr. Si vous partez à l'aventure et changez de style au retour, Philips S9000 Prestige rase même votre barbe de 7 jours. Philips S9000 Prestige, précision ultime, confort parfait, rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Nous sommes une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Une énergie produite et stockée à partir de la terre, du vent et du soleil. Une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie créatrice de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Une énergie produite à partir de nos déchets. Nous sommes les gaz renouvelables. L'énergie de tous les possibles. Pour les Lebon, les bonnes vacances, eh bien c'est en France. Et justement, pour passer du bon temps, ils savent où la trouver, la bonne location. Celle qu'ils pourront réserver et payer en ligne en quelques clics. Car réserver ses vacances avec Le Bon Coin, c'est déjà être un peu en vacances. Le Bon Coin, le bon pour tous. Réservez maintenant. Profitez des beaux jours grâce au confort du bain de soleil en aluminium Florabest. Facile à transporter et à ranger, vous pourrez l'ajuster sur 5 positions. Doté d'un pare-soleil ajustable, il deviendra un indispensable pour vos moments de détente. Bain de soleil en aluminium Florabest, 49,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Ah, bah là c'est jaune. On fait quoi? Eh ben, je vais mettre le répéteur Wi-Fi. Ah, c'est bon, c'est vert. Non, c'est rouge ici. Avec l'appli My Lifebox d'Orange, optimisez votre Wi-Fi partout dans la maison. Orange. Profitez d'un beau jardin et sans mauvaises herbes. Comment? Tout simplement, on les élimine avec Roundup Jardin à base d'une substance naturelle d'origine végétale. Profitez d'un beau jardin. Y'a Roundup Jardin. Max, on va faire un peu d'exercice. Quoi? Elle a parlé de saucisse? Oh non, pas de l'exercice. Je comprends pas. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Et là, elle arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voltaren Actigo 2% intense, une formule brevetée contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien qui agit localement sur la douleur. Une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Médicament indiqué en cas d'entorse légère ou contusion, ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Jusqu'au 16 mai, la Seat Arona Urban est à partir de 139 € par mois, sans condition de reprise. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Si vous partez à l'aventure et changez de style au retour, Philips S9000 Prestige rase même votre barbe de 7 jours. Philips S9000 Prestige, précision ultime, confort parfait, rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Et alors au niveau financement, Ah ben là, on est... On peut aussi avoir des réponses claires. 7LM vous accompagne dans tous vos travaux de rénovation. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7LM.fr. 7LM, plus responsable ensemble. Les temps changent. Les styles changent. Vous changez. Vous grandissez.
Ou pas. Vous grandissez trop vite. Vos besoins changent, vos priorités aussi, et votre façon d'être connecté. Et pour vous accompagner à chaque tournant de votre vie, vous pourrez toujours compter sur la Golf. C'est ça, la vie en Golf. Et en ce moment, profitez de la Golf ITSI à partir de 239 € par mois. Volkswagen. Le journal sur LCI est d'abord le tueur présumé des Cévennes qui sera présenté à un juge cet après-midi. Précision du procureur de la République de Nîmes au cours d'une conférence de presse dans la matinée. La préméditation a été retenue. Visiblement, le tueur présumé n'a formulé aucun regret. Il n'exprime pas de regret au sens strict du terme. Souvenez-vous de ces mots au moment de son interpellation où il a dit « excusez-moi ». Donc, est-ce que ces excuses étaient liées, destinées aux familles des victimes, aux forces de l'ordre, au village tout entier? C'est une question qui restera à affiner, mais il n'a pas fait part de regret, puisque en fait il se positionne comme une victime qui a réagi face à quelque chose qu'il considère comme une agression. 45 personnes placées en garde à vue après la manifestation interdite à Paris hier. Des milliers de personnes, on le rappelle, ont défilé en soutien aux Palestiniens. Garde à vue, entre autres, pour violence sur les forces de l'ordre. Et à propos de cette manifestation, Jean-Luc Mélenchon hier avait dénoncé, je cite, des provocations de Gérald Darmanin et de Didier Lallement contre le droit de manifester pour une paix juste et durable. C'était ses mots, les mots du leader de la France insoumise. La réponse de Christophe Castaner aujourd'hui au grand jury. Je vois bien que Jean-Luc Mélenchon rêve d'importer le conflit qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens pour générer du désordre. Son ministère à lui, c'est celui de la parole. Et donc en utilisant cela, en attisant, effectivement, il prend le risque de diviser un peu plus. Dans chacune de ses prises de position, on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon est celui qui rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voies que le suffrage universel ne lui a jamais accordées. Et justement, au Proche-Orient, au moins 40 Palestiniens, dont 8 enfants, ont été tués aujourd'hui dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. C'est le plus lourd bilan depuis le début de la semaine, où l'on compte près de 185 Palestiniens tués dans ces raids de l'armée israélienne. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Et c'est la suite de LCI Tout Info. On continue d'analyser le discours de Jean-Luc Mélenchon. On le disait, le premier meeting de campagne depuis très longtemps. Premier meeting de campagne pour la présidentielle de 2022. Un discours aux allures très sociales. Le chômage tue. Il tue 10 000 personnes par an. De chagrin, de maladie, d'isolement, de dépression. Et par conséquent, c'est une raison de plus de dire tout le monde doit pouvoir prendre sa part. Et c'est là ce que nous avons appelé la garantie emploi. Donc vous savez qu'il y a déjà des expérimentations. Cela signifie que toute personne volontaire qui le demanderait serait prise en charge financièrement et son travail serait sollicité pour des entreprises d'intérêt général. Analyse de nos invités, Patrick Martin-Jeannier, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon a dit la vérité, elle est là, dans ce programme-là, où il a mis en avant son programme en faveur du travail, la réduction du temps de travail pour que tout le monde ait un emploi en France, dit-il, puisqu'on en a les moyens, nous sommes un pays riche. On est loin des thèmes sécuritaires qui ont monopolisé l'actualité ces dernières semaines. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit ainsi, attention au déferlement de faits divers qu'on vous livre comme matière intellectuelle, dit-il. La vérité, c'est ça, c'est la vérité des travailleurs, c'est ça leur quotidien en France. Oui, tout à fait. J'ai été assez frappé sur le fait qu'il n'y avait strictement rien sur la sécurité. Vous l'avez cité. Il a dit c'est une avalanche de faits divers. Et du bout des lèvres, il a évoqué le drame des policiers qui ont été morts, qui sont assassinés. Il n'en a pas du tout parlé. Vous avez raison. Il va insister sur l'aspect social. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il veut, en effet, à travers ce qu'il a dit, récupérer un vote ouvrier, un vote populaire. Il pense qu'il en est le propriétaire. Il a même évoqué le programme commun de la gauche dans les années 70, en disant qu'il y avait peut-être quelques-uns qui allaient effectivement s'en souvenir.
revenir. Il a même fait un cours d'histoire industrielle en parlant de 1860-1880. Donc c'est vrai qu'il est un peu dans le passé, dans la nostalgie industrielle, mais on voit bien qu'en faisant cela, il va insister sur ces problèmes d'ordre social, sur les difficultés sociales, le chômage. Il a insisté également sur la ruralité et sur l'écologie, parce que le vote écologiste va être très très important. Il a bien évoqué cela, mais on voit bien aujourd'hui qu'il il essaye effectivement de prendre l'initiative. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tout le monde est préoccupé par les élections régionales, départementales. On voit bien qu'à droite c'est un peu la pagaille et le président de la République traditionnellement part en campagne plus tard. Donc c'est pour lui un moment propice d'insister sur les difficultés sociales et c'est effectivement le sens de ce qu'il a dit, à savoir eh bien insister sur les difficultés sociales, le chômage, et je crois que c'est un des points forts de son discours aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc il insiste beaucoup. Il était dans une région tout à fait symbolique. Il a évoqué Jaurès. C'est une région où la métallurgie, l'industrie métallurgique rencontre de nombreuses difficultés. Il a été appelé par un maire qui doit travailler dans cette entreprise et donc il a bien choisi son endroit, effectivement, en dénonçant d'ailleurs l'austérité qui serait imposée selon lui par Bruxelles, la Commission européenne, et il a même sollicité, proposé l'abandon de la dette. Vous savez que c'est un débat politique qui sera mis en effet sur la table à l'avenir. Oui, et il avait donné le ton dans une interview accordée à Centre Presse ce matin où il le disait, le pays est dans une situation folle, on ne parle que de sécurité, de musulmans, de militaires factieux, disait-il. On l'a vu encore dans son discours. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a un rapport quand même très particulier à l'autorité et à la violence de manière générale, qui est quand même a tendance même à valider, à justifier dans certains cas, ce qui est profondément dérangeant. Dans son discours, moi, ça m'a particulièrement frappé de rapprocher justement l'assassinat, le meurtre d'un policier à un fait divers, et non seulement à un fait divers, mais de le relativiser en mettant ça en parallèle avec les suicides dans la fonction policière. Les suicides dans la fonction policière, ils sont également dus à la pression que subissent aujourd'hui les forces de l'ordre, que les forces de l'ordre subissent depuis maintenant plusieurs années et qui sont liées profondément à la surcharge de travail liée aux questions terroristes. Oui. On est aujourd'hui dans un Mélenchon qui fait du Mélenchon, qui nie totalement ces problématiques-là pour se retrancher sur de l'économie, et non seulement sur de l'économie, mais sur des solutions qui datent d'un autre temps. Je vous reprends, vous parlez de 1995, moi je remonterai bien plus loin sur des approches keynésiennes de ruissellement de l'économie qui partirait de la dépense publique, des solutions qui n'ont pas marché par le passé. François Mitterrand était revenu dessus en faisant le tournant de la rigueur. Il y en a d'autres qui ont repris des solutions. Il y en a d'autres qui ont pris des solutions qui n'ont pas marché par le passé et qui l'ont appliqué encore récemment. Mais c'est pas juste inhérent à Jean-Luc Mélenchon. Alexia Germont, juste pour finir sur ce thème. Oui, c'est ce qui est très curieux aussi. J'irai un cran encore plus loin parce qu'en fait, il parle quand il s'abstient de parler de la sécurité, il prend en fait l'ensemble des symboles pour les retourner à l'envers. Tout au début de son discours, quand il dit « je vais vous parler de la France », et il dit « je vais vous en parler pour chasser le venin du racisme ». Parce que la haine des musulmans que l'on voudrait immiscer partout. Donc ça va même plus loin que ce que l'on est en train d'évoquer. C'est-à-dire que non seulement il rapproche ce qui est, alors pour le coup, à mon sens, je vous rejoins Marion, une erreur politique. On peut avoir des désaccords politiques sur ce qu'il propose, mais s'il y a bien une erreur politique et une seule dans l'ensemble de son discours, c'est le fait de rapprocher les événements tragiques que nous avons connus ces derniers temps liés au terrorisme à des faits divers. Ça, si ce n'est pas repris en boucle comme un point majeur structurant de son absence de positionnement sur des sujets qui pourtant touchent au plus près les Français, ça me paraît être extrêmement structurant. Et en fait, il vient fracturer notre pays dès le début, en intégrant les questions avec le racisme, en disant chasser le venin du racisme et parler de la haine des musulmans, ce qui n'est pas un sujet sur lequel aujourd'hui la campagne vient se positionner tout naturellement, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui lance la campagne présidentielle pour enjamber, vous l'avez bien dit, les régionales, puisque la France insoumise a très très peu de chances de réaliser quoi que ce soit lors de ces élections locales. À l'inverse, paradoxalement, des Républicains qui, sur le plan national, ne vont pas bien. Ils ont toujours des idées floues, trop floues visiblement pour les Français, mais qui pourraient réaliser de bons scores au régional. Christophe Castaner, l'invité du grand jury aujourd'hui, n'est pas tendre envers le mouvement de la droite.
Globalement, la difficulté, c'est que les Français doutent de l'utilité des partis politiques, et pas seulement des Républicains. Mais aussi des Républicains, mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune ligne claire chez les Républicains depuis plusieurs années. Et ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, ça n'est pas notre faute si Christian Jacob pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique. C'est un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique depuis plusieurs années. Vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est surtout l'hôpital qui se fout de la charité. Quand j'entends Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, parler des autres partis, je me dis qu'il ne s'est sans doute pas regardé lui-même, parce que La République En Marche n'a plus aucun militant, parce que rarement un président de la République, dans l'histoire de la Ve République, comme Emmanuel Macron, n'avait subi autant d'échecs aux élections intermédiaires. Ce parti, La République En Marche, est non seulement incapable aujourd'hui de garder ses militants, c'est-à-dire que ces militants, avec cette carte gratuite, ne se sont pas transformés en des militants actifs sur le terrain. Ils n'ont pas su conquérir les collectivités territoriales. Ils n'ont pas su tisser de réseau régional politique. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui comment ils seraient capables de préparer efficacement l'élection présidentielle pour le président de la République et donc de garantir d'être le support efficace d'une reconquête présidentielle. Et Emmanuel Macron, il l'a bien compris. C'est pour ça qu'il est l'artisan, via Thierry Solaire notamment, d'un rapprochement entre LREM et les Républicains localement pour inciter ou instiller le poison mortel chez les Républicains qui sont déjà, comme le Parti socialiste, il faut le dire, un parti dans un état de coma intellectuel, incapable de séduire ou de reconquérir le cœur de leurs militants traditionnels. Vous parliez des alliances LREM-LR, notamment en région PACA. Alors, faut-il ou non soutenir Renaud Muselier ? Du côté de la droite, on n'est pas tout à fait d'accord. J'ai dit très clairement que je ne voterai pas Renaud Muselier s'il y a une alliance avec En Marche. Donc, j'attends de Renaud Muselier qu'il mette un terme clairement à cette alliance. Il faut évidemment continuer à apporter notre soutien à Renaud Muselier. Il faut être logique et retirer le soutien à M. Renaud Muselier. Muselier, je le soutiens parce que c'est ça ou quoi. Ça, ce sont des propos recueillis dans la semaine. C'est extrêmement révélateur. Oui, c'est tout à fait révélateur parce que nous assistons de nouveau à une crise chez les Républicains. En réalité, les gaullistes sont très divisés. Il y a les gaullistes qui veulent préserver l'héritage du gaullisme social. On voit Xavier Bertrand, on voit Renaud Muselier. C'est plutôt des gens qui sont au centre, qui ne veulent pas les extrêmes. Je rappellerai que donc l'extrême droite a toujours été l'ennemi du général de Gaulle. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui veulent préserver le message du gaullisme traditionnel. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui sont prêts à faire ouvrir les digues d'une alliance avec l'extrême droite. Et donc, on voit bien qu'ils sont extrêmement divisés sur ce point. Le problème, je crois, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans ce cadre d'un scrutin proportionnel pour les élections régionales. Je crois que chacun doit jouer sa partition et voir ensuite au second tour s'il y a des risques, effectivement, que l'extrême droite l'emporte. Il peut y avoir des alliances pour faire barrage. Mais ce qui se passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur est quand même assez attristant parce que les électeurs finissent par ne plus rien comprendre du tout. On dit qu'il faut s'allier. M. Castex va les voir en disant oui, il faut s'allier avec Renaud Muselier. Après, il y a une opposition. M. Muselier vient au siège des Républicains et dit ah non, je renonce à cette alliance. Puis finalement, il rentre chez lui et dit mais je vais quand même avoir des gens de la République En Marche, mais pas des ministres. Donc les gens n'y comprennent plus rien. Ils comprennent qu'une chose, c'est que s'ils veulent voter à droite, ils vont voter pour la liste de M. Mariani. Oui. Voilà. Et donc c'est tout ça la difficulté. Ce qu'on ne comprend pas par ailleurs, c'est que Xavier Bertrand, c'est quelqu'un qui est plutôt centriste, gaulliste social. C'est quelqu'un qui est tout à fait modéré. Et effectivement, on lui envoie un panel de candidats de la République En Marche pour dire il faut l'abattre. Alors il faut savoir qui on veut abattre, on ne sait plus qui on doit abattre. Et ça, avec ce langage en plus guerrier, et les gens ne comprennent plus grand-chose. C'est ça la grande difficulté. Et alors, effectivement, il y a même un sondage qui a été publié dans le Parisien aujourd'hui en France, réalisé par Ipsos Soprasteria. Et regardez, on voit très bien que le parti est pris en étau entre la République En Marche et le Rassemblement National. 51% des Français estiment que les idées prônées par les Républicains sont proches de la République En Marche. Et alors, si on regarde chez les sympathisants LR, c'est pire. Ils sont 58% à penser que leurs idées sont proches de la République En Marche. Est-ce que ça veut dire que l'utilité même du parti est ainsi posée ici ? Non, ce n'est pas une question de l'utilité même du parti, mais c'est une question de l'impact et de l'efficacité, finalement, de la stratégie que mène Emmanuel Macron, qui est de mordre sur le
sur la droite, avec les thématiques notamment sécuritaires. C'est un discours qui arrive Donc juste par Emmanuel Macron. C'est un discours qui arrive à fonctionner et qui trouve un écho, parce que finalement on s'y retrouve d'une certaine manière. Mais dans les faits, on voit très bien que la façon dont est perçu le bilan d'Emmanuel Macron sur les questions notamment sécuritaires, immigration, ce sont les 2 points sur lesquels il est le moins convaincant. Il est le moins convaincant. Donc dans les faits, il n'arrive pas à sortir de ce discours. Donc bien sûr, sur les grandes idées au niveau national, on peut se retrouver éventuellement pour la droite à avoir quelques points communs. Mais derrière, on parle au niveau local, au niveau des actions. Il ne s'y retrouve pas. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement dans les alliances avec La République En Marche? On l'a vu aux élections municipales. Une alliance, ça doit se faire contre quelqu'un. Aujourd'hui, le Front National, le Rassemblement National, excusez-moi, le Rassemblement National, aujourd'hui, bénéficie quand même d'un atout pour sa part, qui est que certaines lignes les plus marquantes ont été adoucies. Donc son caractère de parti banni a un peu fait le dos rond, on va dire, de quelque sorte. Et de l'autre côté, pour faire une opposition, pour faire une alliance, il faut une base électorale. Qui peut comprendre une alliance avec un parti qui n'a pas de socle local? Ça n'a pas de sens pour les électeurs. On ne fait pas une alliance avec quelqu'un qui ne pèse rien. Et c'est là où, justement, plus personne n'y comprend rien. De toute façon, c'est un très triste épisode politique, je trouve, parce que si on essaye, et c'est ça, faire de la politique, c'est essayer de retisser tout simplement le lien entre les Français et cette envie de démocratie. Parce qu'il faut bien, au moment où on va sortir d'une crise qui est quand même assez terrible, avec l'angoisse de cette sortie de crise qu'on doit absolument réussir, et en interne au niveau national et dans la course par rapport aux autres pays mondiaux, finalement, on voudrait s'y prendre mal. On ferait exactement ce qui s'est passé en PACA. Parce que ce qui est très clair, c'est qu'une alliance en mode défensif, il n'y a personne pour pouvoir être un gagnant. On a bien vu qu'effectivement, il y a une absence totale d'ancrage, ça veut dire pas de barons locaux de l'AREM, donc pas de capacité de relais du travail qui peut être fait. Et pour masquer sa propre turpitude, on fait le baiser de Judas, de la même façon qu'on essaye de le faire en Hauts-de-France. Ce sont des méthodes à l'ancienne, qui manifestement ont trouvé du succès, puisque ça a, pendant trois semaines, occupé les esprits. Mais c'est très problématique parce que, à côté de ça, et je crois que ce n'est pas seulement la seule responsabilité d'Emmanuel Macron, qui évidemment a une part de responsabilité avec un côté un peu mitterrandien, même si c'est un peu atypique de faire cette comparaison, mais néanmoins on voit bien qu'il y a une appétence intellectuelle du chef de l'État pour les grandes manœuvres stratégiques et politiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce qu'il y a un problème, je crois qu'il faut dire les choses, d'incarnation sur la droite. Je serais peut-être moins dure sur les idées. Je pense que les idées, il y a des groupes de travail, d'ailleurs au Parti socialiste, il doit y en avoir de la même façon, mais ça reste très intrinsèque au mouvement politique, ça manque de rayonnement. Et pourquoi? Parce que par le passé, il y a un problème d'incarnation. Mais par le passé, la droite a toujours très bien su s'accommoder des différents tempéraments politiques, des différents courants politiques. Il y a eu des moments plus difficile, où il y avait des lignes de fracture qui étaient très claires, mais néanmoins, dès lors qu'il y avait un chef pour incarner, tout le monde suit. Et il y a d'ailleurs, et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, qui reboucle d'ailleurs avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on voit bien que l'ensemble des partis politiques aujourd'hui se tournent également vers la jeunesse qui sort de cette crise sanitaire, bien sûr appauvrie, affaiblie, ça tout le monde le visualise bien malheureusement, mais également elle sort certainement plus ancrée sur des idéologies. On voit que le renouvellement au Rassemblement national se fait aussi avec des jeunes.
Chez la France insoumise, vous avez des jeunes, on ne partage pas forcément leurs idées, mais des jeunes de talent, des gens qui sont des tribuns, qui sont formés à la prise de parole, très utilitaristes et donc très efficaces. Et il y a aussi des réserves de jeunes militants très engagés, d'ailleurs, au sein des Républicains, on le voit. Mais tout ça a du mal, finalement, à prendre, tout simplement parce qu'il n'y a pas le général en chef ou la générale en chef qui montre le chemin et qui est capable d'agréger un peu sur le mode de la conclusion du discours de Jean-Luc Mélenchon, qui dit bien « Je ne suis pas le seul à pouvoir faire ce mouvement de regroupement d'intérêt général, mais il faut embarquer un peu tout le monde. Mais là, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste quelques mois seulement. Oui, alors mais le scénario qui est en train de se dessiner aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, c'est le scénario de l'élection présidentielle. Tout ce qui se passe, c'est une stratégie qui est déterminée à l'Élysée et à Matignon dans la perspective de l'élection présidentielle. Chaque président de région est potentiellement un candidat à l'élection présidentielle. Donc il y a des gens, des femmes et des hommes à abattre. Il faut trouver ces alliances. Le président est en train de voir sur qui il peut mordre, à droite, un peu à gauche, le vote écologiste surtout. Donc naturellement que la stratégie aujourd'hui, c'est pour l'élection présidentielle. Mais ce qu'aimeraient les électeurs, et j'appelle l'attention sur ce point, c'est qu'on ait aussi une élection locale. Pourquoi ? Parce que les régions, c'est quoi ? C'est la formation professionnelle, ce sont les lycées, c'est la planification, le développement économique. Donc je crois que les électeurs demain vont avoir envie d'entendre quels sont les enjeux de la région. De leur région. De leur région, aujourd'hui, en termes de planification, etc. Ils ne veulent pas que des stratégies politiciennes, et ça viendra à temps pour l'élection présidentielle. Vous parliez de la situation des Hauts-de-France, où 5 ministres ont été envoyés dans ces élections régionales ou départementales. Est-ce que c'est jouer un jeu dangereux? Regardez ce que dit Xavier Bertrand dans le journal du dimanche aujourd'hui. Le seul objectif d'Emmanuel Macron est de faire élire le RN dans les Hauts-de-France, poursuivant froidement et cyniquement sa stratégie pour affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Jean Séniki. Et on voit chez Xavier Bertrand comme chez Renaud Muselier la volonté présidentielle de faire profiter au Front National pour mieux jouer ou rejouer la séquence présidentielle face au Rassemblement national qui serait naturellement pense-t-il à l'Élysée, extrêmement favorable à Emmanuel Macron. Moi, je crois que le contexte, il a changé et je crois qu'on n'offre pas aux Français ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une réponse aux enjeux éducatifs, aux enjeux de santé. Les études d'opinion publique sont extrêmement claires sur les principales préoccupations des Français et ça n'est pas de savoir qui sera au second tour de l'élection présidentielle à ce stade, même si on comprend bien l'intérêt pour tous ces acteurs de préparer d'ores et déjà leur positionnement tactique et stratégique. Et en parlant du Rassemblement national, est-ce que les affaires judiciaires peuvent affaiblir le parti de Marine Le Pen? C'est le journal du dimanche qui s'est procuré un rapport de police qui prouverait l'existence d'un système dont Marine Le Pen serait l'organisatrice et la bénéficiaire. On parle ici d'un système de détournement de fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Voilà. Comment une des notes qui a été dévoilée par le journal du dimanche, c'est un dialogue entre un député européen Front National à l'époque qui discute avec le trésorier du parti. Voilà ce qu'il dit. Ce que Marine Le Pen nous demande équivaut à ce qu'on signe pour des emplois fictifs et c'est le député qui est responsable pénalement sur ces derniers, même si c'est le parti qui en est bénéficiaire. Réponse de Valéran de Saint-Just, trésorier du FN. Je crois bien que Marine sait tout cela. Voilà, ça c'est un des extraits du rapport de police. Réaction de Marine Le Pen elle-même via son compte Twitter. Le JDD, organe officiel du pouvoir macroniste, ressort la même sempiternelle affaire des assistants parlementaires, comme à chaque élection. Rien de neuf sous le soleil, sauf peut-être de bons sondages en vue. Réaction, Marion Parizet. Sur ce point, on est vraiment dans la répétition. Pour beaucoup, je pense, de Français, il n'y aura rien de nouveau avec cet élément d'actualité, malheureusement. Sans se prononcer sur le fond de ce qui va être condamné ou pas, parce que justement, à ce stade, on est sur un rapport d'enquête, mais nous ne sommes pas encore devant une décision de justice. C'est quelque chose qui a déjà été amené, ce sujet, en 2016. Les Français se sont déjà potentiellement fait une opinion dessus. Ceux qui ont voulu y croire et ceux qui ont voulu se détourner éventuellement du RN, s'il y en a, à ce sujet-là, l'ont déjà fait depuis longtemps. Ceux qui sont encore au RN ne changeront pas d'avis à cause de cela. Surtout qu'au RN, on est quand même sur une attitude de défiance vis-à-vis de l'Union européenne, même si Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin concernant tout ce qui est Frexit et autres. On est quand même sur une attitude qui, globalement,
aurait plutôt tendance à justifier d'utiliser l'argent de l'Union européenne pour la vie du parti, parce qu'il y a peu de confiance dans l'action même de l'Union européenne. Alors, est-ce que ce serait de la manipulation? La réponse, là encore, de Christophe Castaner au grand jury. Peut-être que si elle avait contribué à accélérer la justice, la décision aurait déjà été rendue. Et si elle est innocente et si elle n'a pas commis cela, du coup, il n'y aura pas de problème. Mais ce que je sais, c'est que déjà, les institutions financières européennes l'ont condamnée à rembourser des sommes importantes. Et comme elle ne le faisait pas, ils ont prélevé sur son indemnité de député européen. Et ça tombe bien, la dernière fois, elle ne s'est pas représentée, elle est députée française, et donc l'Europe ne peut pas prélever sur ses indemnités de députée française. Vous savez, Madame Le Pen, elle s'est cumulée les indemnités et les ressources. Il y a un moment donné, il faut arrêter de vouloir politiser ces mauvaises habitudes avec l'argent public. Réaction? C'est bien répondu. Oui. C'est bien répondu. En tout cas, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a un vrai sujet de moyens financiers actuellement au Rassemblement national, on le sait. On sait donc qu'il est important pour le Rassemblement national de décaler, bien sûr, une éventuelle condamnation, si elle devait avoir lieu. Pour l'instant, rappelons-le, ce n'est qu'une mise en examen. Parce qu'il y a bien sûr les échéances présidentielles, mais il y a aussi à un moment, quand Mme Le Pen dit une dette, ça se rembourse, eh bien une dette, ça se rembourse aussi, y compris pour les partis politiques, quand il y a un certain nombre de sommes qui doivent être, avec des échéances qui doivent être remboursées. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai aussi que, et on ne peut que s'en féliciter, au niveau européen, vous avez une législation européenne en matière d'éthique et de compliance au sens large, qui est particulièrement stricte, qui fait souvent d'ailleurs figure de proue par rapport aux législations nationales, qui emmène en fait tout un mouvement de clarification, puisque évidemment, sur les 27 pays, vous avez des influences qui viennent nous apprendre à certains pays plus latins dans ces approches-là, ou qui ont eu des législations nationales plus tardives, à être particulièrement vigilants. Et quand vous discutez et quand vous travaillez avec des députés européens, vous voyez bien que dans leur façon de travailler, les dispositifs éthiques sont vraiment intégrés et ils sont extrêmement vigilants à la façon dont ils peuvent retracer les dépenses qu'ils sont amenés à faire, etc. Donc, du point de vue général, de toute façon, les gens qui ne souhaitaient pas, les électeurs traditionnels du Rassemblement national, c'est pas vers eux que cette information va retentir. Ça ne peut que conforter un certain nombre de personnes sur le fait qu'il y a des pratiques qui, si elles étaient avérées, sont inacceptables et doivent à ce moment-là faire l'objet d'une condamnation. Oui. Et là, quand on est dans une condamnation, là c'est un autre. C'est ça. Ah, en attendant, ces affaires n'affaiblissent pas le Rassemblement national. Non, je ne pense pas. Non. Ce qu'il faut dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Lorsqu'on est assistant parlementaire, en réalité, pour bien faire comprendre à vos auditeurs et téléspectateurs, c'est que lorsqu'on est assistant parlementaire, on doit travailler pour un député ou une députée, le parlementaire, et pour l'institution. Qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui à Mme Le Pen? Eh bien, c'est d'avoir fait travailler des gens qui étaient au Parlement européen pour le parti politique, voire pour son chauffeur. Mais attention, c'est un jeu à double tranchant. Pourquoi? Parce que les alliés de La République En Marche, le MoDem, sont exactement dans la même situation. Ils ont également été accusés, également été mis en examen pour détournement d'argent public, pour avoir utilisé des assistants parlementaires pour le compte de leur parti politique. Donc là, il faut être extrêmement honnête sur l'utilisation de l'argent public. Quand on est assistant parlementaire, on travaille pour l'Assemblée dans laquelle on est employé et non pas en tant que chauffeur ou en tant que livreur ou colleur d'affiches. Vous voyez, donc c'est ça. Mais il faut ajouter aussi qu'il y a quand même le principe de présomption d'innocence. Et donc ce n'est pas un rapport policier qui va stigmatiser, accuser. C'est à la justice de faire son travail. Allez, on va s'inquiéter. Oui. Un mot sur ce sujet, on a commencé à le dire, mais il faut, je crois, collectivement s'indigner contre cette violation du secret de l'instruction et de l'enquête. On n'a pas à balancer dans le débat public un élément comme celui-là sans que l'opinion publique puisse se faire un avis global, puisque personne n'a accès au dossier. Par ailleurs, je crois qu'il faut s'interroger. Le scandale Big Maillon, puis ce scandale des assistants parlementaires, pose la question du financement de nos partis politiques. Emmanuel Macron avait pris des engagements pendant la campagne présidentielle qui n'ont pas été suivis d'effet, malheureusement.
il faut que nos partis politiques nationaux n'aient pas à aller à l'étranger parce que ça pose de véritables questions qui sont fondamentales pour se financer. Et c'est le cas du Rassemblement national. Par François Bayrou. C'était vrai pour les Républicains, c'est pour ça qu'ils ont organisé un certain nombre de financements parallèles. C'est vrai historiquement pour d'autres partis sous la Ve République qui n'ont fini par ne plus trouver, parce que les banques voyaient là un risque réputationnel notamment, de financement en France. Ils doivent, ces partis politiques, pouvoir trouver leur financement dans l'Hexagone. Allez, on va s'intéresser à une proposition qui fait réagir bien évidemment dans la classe politique, celle de François Bayrou, qui s'inquiète de notre démographie. Il pense que la situation est préoccupante. C'est vrai que le nombre de naissances en France ne cesse de chuter, alors que, regardez, alors que celui des décès augmente de façon constante. D'où donc la proposition du commissaire au plan. Pour assurer notre avenir démographique, il n'existe que deux voies. Avoir plus d'enfants ou accueillir des personnes d'autres pays. La France devra jouer des deux leviers dans des proportions raisonnables qui garantissent le maintien de la cohésion nationale. On avait envie d'avoir l'avis d'un démographe. Et donc, Gilles Pizon est en direct sur LCI. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut national des études démographiques. Est-ce que vous aussi, vous partagez la préoccupation de François Bayrou sur notre démographie? Est-ce que c'est préoccupant? Alors, pour ce qui est des naissances, il naît entre 700 000 et 800 000 bébés chaque année depuis la fin du baby-boom, il y a 50 ans. Alors là, votre graphique montrait une baisse des naissances dans la décennie 2010, mais s'il avait montré la décennie précédente, la décennie 2000, il y avait une hausse des naissances. Donc depuis la fin du baby-boom, il y a des fluctuations, des périodes où elles ont tendance à augmenter, d'autres à baisser, mais globalement, depuis la fin du baby-boom, les femmes ont 2 enfants en moyenne chacune en France. C'est le niveau le plus élevé d'Europe. Et donc, il n'y a pas tellement à avoir des craintes pour les prochaines décennies. Probablement qu'on devrait rester avec un nombre de naissances autour de 700 000, voire plus par an. Ça, c'est assez constant pour vous, parce que François Bayrou disait qu'on était maintenant à 1,8 enfants par femme, donc on était descendu en dessous des deux enfants, et il manquerait selon lui 40 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, alors là aussi, si vous voulez, cet indicateur, il fluctue d'une année à l'autre. Dans les années 1990, il était à 1,6, 1,7 enfants par femme. Il a remonté, puis il a rediminué. Là, on est plutôt dans une période de baisse. Mais là aussi, comme je vous le disais, les femmes, aujourd'hui, ont 2 enfants en moyenne chacune en France, comme d'ailleurs les femmes de la génération de leur mère. La grande différence, c'est que les femmes ont leurs enfants nettement plus tard que les femmes de leur génération, de leur mère, il y a 30-40 ans. Donc, ça produit une baisse un peu des naissances. Mais globalement, la natalité se maintient en France. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre modèle n'est pas en péril, comme le souligne François Bayrou. Il le dit, la France a sans doute plus besoin encore que ses voisins d'une démographie dynamique, car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations. Ça, ce modèle-là, il n'est pas en péril, selon vous? Alors, là aussi, si on compare la France à ses voisins, eh bien, la France est un des pays d'Europe où la population augmente le plus et où elle augmente principalement en raison de l'excédent des naissances sur les décès. Sur les 10 dernières années, les 3/4 de la croissance de la population, parce que la population a augmenté de façon sensible, est venue de l'excédent des naissances sur les décès, et pour 1/4 seulement de la différence entre les entrées et les sorties de migrants, ce qu'on appelle le solde migratoire. Et le solde migratoire, il est relativement modeste en France, il est plutôt plus faible que dans la moyenne des pays voisins européens. Donc, la population de la France continue d'augmenter, pour l'instant principalement en raison de l'excédent des naissances sur les décès, et l'apport migratoire, il est relativement modeste, là aussi par rapport à ses voisins européens. Merci beaucoup Gilles Pizon pour votre expertise. Merci aussi de nous avoir fait prendre un peu de recul. Alors il n'y a pas péril à la demeure. Comment expliquer cette prise de position, presque ce cri d'alarme de François Bayrou? Ce qui est intéressant, c'est de savoir si François Bayrou s'est positionné en tant que haut commissaire au plan.
Si c'est le cas, à ce moment-là, ça suppose que derrière, il y aura bien sûr un rapport en tant que tel. Et c'est aussi un moyen de se remettre au centre du débat. Avec une proposition un peu choc sur l'immigration. Avec une proposition un peu choc sur l'immigration, où on a d'ailleurs, lors du grand jury RTL Le Monde, on a bien vu la réponse extrêmement prudente de Christophe Castaner quand il a été interrogé sur la question, en disant qu'avant de prendre position, il fallait d'abord qu'il lise la note qui était dédiée. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur l'immigration, notamment, moi, ça me fait penser à la prise de position de Michel Barnier qu'on a eue la semaine dernière, qui expliquait justement qu'il fallait un moratoire, y compris peut-être même pendant 5 ans, venant d'une personnalité qui est plutôt traditionnellement centriste et mesurée dans ses propositions, avec une proposition cette fois-ci plus choc et c'est pas forcément du marketing politique quand on dit ça. Ça peut être aussi en se disant qu'il y a besoin de reprendre son souffle pour voir, faire l'état des lieux et pouvoir finalement prendre du recul sur un sujet qui attise beaucoup les passions. Mais en tout cas, François Bayrou devra aller plus loin que cela. S'il veut qu'on donne crédit à la proposition qu'il fait. Oui, il prend des risques là quand même, parce qu'il le dit. L'apport des migrations peut aider à améliorer le rapport actif-retraité et donc la capacité de financement de nos systèmes sociaux, dit-il. C'est vrai que sur le constat du poids et du rôle de la démographie, je fais le même lapsus que vous, sur le système économique, sur notre capacité aussi à rayonner, parce que derrière, c'est toute une capacité à se relever, à croître, qui est en jeu. On est totalement d'accord. Après, sur la mise en œuvre, il faut aussi prendre en compte que le quinquennat de François Hollande a vu reculer la politique familiale en termes de quotient familial, d'impôts supplémentaires pour les familles. Aujourd'hui, on a l'impression d'un choix par défaut. Finalement, c'est le choix de la facilité de se dire finalement, on va se reposer sur l'immigration pour régler notre problème, alors qu'on a un problème plus profond qui est peut-être celui de la natalité, de l'accompagnement des familles. Derrière, c'est aussi une politique qui doit être fondamentalement féministe, je le crois, sur l'accompagnement des femmes, de pouvoir permettre... Il le dit François Bayrou aussi. Et assumer. Voilà. Il le dit quand même, c'est l'une de ses propositions. Cette position-là. Oui. Je pense que c'est un choix de facilité de se dire on va reposer sur l'immigration. Oui, alors dans son discours, il parle aussi de la politique familiale qu'il faut relancer quand même. Donc il n'y a pas que deux leviers. Il parle bien des deux leviers. Exactement. Patrick Mattinger. Oui, je crois qu'il faut soutenir les familles. Il faut une véritable politique familiale. Peut-être celle-ci doit-elle être refondée. La difficulté, si vous voulez, c'est à quel titre M. Bayrou s'exprime-t-il? C'est la première fois que je sache dans la Ve République que nous avons un haut-commissaire au plan qui est président d'un parti politique. Or, lorsqu'on fait les choses correctement, on est haut-commissaire au plan, on ne préside pas un parti politique, et lorsqu'on remet un rapport en détail, on le remet au président de la République, lequel prend une position, ainsi que le gouvernement. Donc on est en pleine dans la confusion des genres. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Il s'exprime en tant que président du MoDem. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir lire un résumé du rapport sur lequel ils se fondent pour préconiser une vraie politique familiale, ce sur quoi je suis entièrement d'accord, mais ça pose un problème. Il y a une prise de risque là ou pas ? Oui, je me disais en écoutant Patrick qu'il avait tout à fait raison et qu'Emmanuel Macron, en ayant des amis comme M. Bayrou, n'avait pas besoin d'ennemis, parce que cette proposition, en fait, c'est un véritable poison qui est adressé à Emmanuel Macron, qui va devoir se positionner à l'égard de cette proposition qui ne peut pas manquer d'hystériser et de cliver au sein même de la République En Marche. Surtout dans ce contexte électoral. Merci beaucoup, merci pour ces analyses. Restez avec nous sur LCI. Tout de suite, vous retrouvez François Langlais, l'anglais des chiffres, avec comme invité aujourd'hui Bernard-Henri Lévy. Très bonne soirée.